Aujourd'hui sur Média Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de la crise et du renouveau des médias digitaux. J'ai le plaisir de recevoir David Julien Ramil, rédacteur en chef adjoint du média L'ADN. Salut David Julien, comment tu vas? Salut Ronan, ça va très bien et merci de m'avoir dans ton podcast. Merci à toi, je sais que tu es bien occupé en ce moment, donc j'apprécie vraiment ta disponibilité et je pense que j'ai très hâte d'enregistrer ce podcast. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est en contact sur LinkedIn. Justement, je t'ai contacté sur LinkedIn parce que j'étais tombé sur un de tes articles que tu avais publié sur l'ADN il y a tout Ouais. juste un an. Le titre, c'est la crise, mais heureusement, ces nouveaux médias tirent leur épingle du jeu. Mhm. Alors il y a un constat un peu fataliste de la crise, mais heureusement il y a une porte de sortie. Ouais, faut toujours voir un peu la lumière au bout du tunnel, hein, sinon Exactement, on fait plus ce métier sinon. surtout en ce moment. Et donc tu y dressais un état des lieux du marché des médias et tu te posais cette question quels sont les secrets entre guillemets des nouveaux médias web qui cartonnent. Et donc l'article date de mars 2024. Nous sommes Mhm. aujourd'hui en mars 2025. Et un an plus tard, je trouve ça d'autant plus intéressant de voir ce qui a changé ou pas. Avant d'attaquer ce sujet, qui est David Julien? David Julien, donc il est journaliste depuis presque 20 ans maintenant. Je travaille à l'ADN depuis 2018. Avant, j'étais pigiste, donc j'ai bossé en indépendant pendant quasiment 9 ans. J'ai toujours été porté sur des sujets qui sont, on va dire, à l'intersection entre la science, la tech et surtout la culture web, en fait, la culture numérique. C'est extrêmement large, hein, bien sûr. Et donc à l'ADN, j'ai commencé comme journaliste tech, j'ai fait ça pendant 6 mois. Après, j'ai fait surtout la rubrique Média Mutant, dans laquelle j'explorais justement tout le monde médiatique et notamment ce qui se passe sur les médias numériques. Ça peut être à la fois quelque chose d'un petit peu structurel, stratégique, un peu sur l'économie, notamment de la création, des créateurs de contenu, etc. L'influence, les plateformes, les médias, un peu comme l'ADN aussi, comment tout ça fonctionne un peu dans cet écosystème-là avec les plateformes sociales. Et, euh, et bien sûr, tout ce qui concerne les formats, les nouvelles façons de s'exprimer sur Internet, et les interactions que les internautes peuvent avoir entre eux, et de manière plus globale, ce que le numérique nous fait en tant qu'individu et en tant que société. Donc, Mhm. pour dire à quel point c'est c'est très très large. Je suis passé ensuite rédacteur en chef là, depuis septembre dernier. Du coup, rédacteur en chef adjoint avec ma chef Béatrice Sutter. Du coup, je supervise maintenant beaucoup de pigistes parce que c'est une rédaction qui fonctionne avec une quarantaine de journalistes extérieurs. Euh, voilà ce que je pouvais faire en tant que pigiste. Maintenant, je corrige, je corrige ce travail et c'est plutôt cool, quoi. Très clair. Est-ce que tu peux justement, première partie du podcast sur la crise des médias, Mhm. est-ce que tu peux nous présenter ou nous faire un résumé de ton article dont j'ai parlé? Qu'est-ce que tu exposais? Quelle était Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, c'était l'idée, c'était un petit peu de reprendre le contexte, surtout de l'année 2023-2024, qui a été vraiment très très compliqué, je pense, pour les médias en ligne, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait développer, hein. C'est-à-dire que on a eu, alors j'ai un chiffre, hein, j'ai des données. 2023, c'était 20 000 licenciements dans toute l'industrie aux États-Unis. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ces licenciements, alors dans une moindre mesure, ont continué aussi en 2024, mais de manière un petit peu moins forte. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un contexte économique très particulier. C'est que maintenant, aux États-Unis notamment, le monde des médias et le monde de la tech sont vraiment très très liés ensemble. Et en fait, on a vu qu'en 2023, il y a eu énormément de licenciements dans le monde de la tech. Et donc, en fait, le monde des médias a suivi derrière. Je pense qu'il y avait eu aussi pendant plusieurs années une espèce de euh, survaluation de certains médias qui s'étaient vraiment gonflés, qui étaient allés chercher des capitaux un peu à droite à gauche et qui en fait n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Et puis il y a eu aussi un énorme changement de paradigme
qui concerne les rapports entre les médias et les plateformes sociales. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc central. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, X et surtout Meta ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin de médias pour fonctionner, en grande partie parce que il y avait de la création de contenu, soit fait par des, des fermes de contenu qui Mhm. fonctionnait très bien, soit par des gens qui se mettaient à produire énormément d'intelligence artificielle de contenu basé sur l'IA qu'on appelle le slop, et qui est un contenu, on va dire, assez peu qualitatif, mais qui fait le job, entre guillemets, parce que les gens soit y croient et commentent, soit sont assez fascinés par ces nouvelles images et donc du coup restent sur la plateforme plus longtemps. Et il y a eu aussi évidemment plusieurs enjeux, notamment politiques. Je parle notamment du Canada où on va dire qu'il y a eu des lois qui sont passées pour obliger Meta à participer au financement des médias parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Meta a complètement capté la valeur publicitaire et donc en fait les médias se retrouvaient à fournir de la vidéo, à fournir du contenu et à ne plus vraiment avoir quoi que ce soit derrière en échange, à part de la visibilité. Et donc naturellement les groupes médias et ensuite les États ont commencé à demander en fait de récupérer de l'argent par rapport à ce contenu qui était fourni. Et Meta, au bout d'un moment, je pense qu'on a eu marre, s'est dit que économiquement, c'était pas intéressant pour eux. Et Mhm. donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sucré quasiment l'intégralité de la présence des médias canadiens, par exemple sur la plateforme, sur le Facebook Canada. Et donc, du jour au lendemain, il y a énormément de médias qui se sont retrouvés avec, ils ont perdu complètement la visibilité qu'ils pouvaient avoir sur Facebook ou sur Insta. Et en Mhm. fait, ce mouvement-là, il s'est étendu au monde entier. En fait, finalement, on a eu un vrai divorce qui s'est fait sur Facebook et sur Instagram. Et euh, pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme parce que je pense que pendant le milieu des années 2010 jusqu'aux années, au début des années 2020, tous les médias qui, on va dire, vraiment étaient en vue, cartonnaient, ceux qui avaient pivoté sur la vidéo, ceux qui voilà, postaient directement leur contenu sur les plateformes médias et qui n'avaient pas forcément de site intégré, tous ces médias donc, qui sont montés comme ça se sont un petit peu effondrés à ce moment-là. Et donc on a parlé de beaucoup de Vox, de BuzzFeed, de Gawker, Mhm. de Vice. On en Mhm. reviendra peut-être dessus. Mais il y a eu aussi d'autres médias plus mainstream qui sont passés à côté, donc NBC News, Business Insider. Euh, Mhm. voilà, donc il y a vraiment eu un truc qui s'est passé comme ça. Et ben forcément, dans l'intervalle, il y a quand même des médias qui se sont créés, qui se sont montés et qui, on va dire, sont partis un petit peu à la conquête voilà, d'une seconde vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce sont des médias qui sont vraiment fondés par des anciens journalistes de ces médias qui ont périclité. On en parlera souvent, hein, mais 404 médias, pour moi, Mhm. c'est une des plus belles références. C'est un peu. Je pense que dans le monde du journalisme tech, 404 médias, maintenant, c'est devenu un peu la référence. Alors qu'à l'époque, effectivement, c'était des anciens journalistes de Motherboard. Donc, Motherboard qui Mhm. était Vertical Tech de Vice. Et Motherboard était déjà très coté, enfin, avait déjà une très bonne crédibilité. Et en fait, les journalistes de ce média ont fondé 404 médias à côté. Et donc, ils sont, voilà, ils sont allés sur ce modèle où, en gros, on fabrique un site, mais on fait aussi une newsletter, on, on fait aussi un podcast ou de la vidéo. Enfin, vraiment, ils sont vraiment sur tous les canaux possibles, mais avec l'idée que, voilà, on n'a pas de coûts exorbitants, tout le monde fonctionne en télétravail, donc il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de truc à entretenir. Et surtout, on met en avant le fait qu'il faut s'abonner. En fait, Mhm. on en revient au même, c'est-à-dire qu'on ne compte pas forcément sur la publicité, on n'a pas vraiment de studio qui est affilié ou quoi que ce soit. On s'adresse directement aux gens et en fait, notre revenu provient de notre crédibilité en tant que journaliste. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils étaient déjà suivis par quand même plusieurs centaines de milliers de personnes sur les réseaux et ils avaient une très très bonne crédibilité journalistique. Mhm. Donc à partir du moment où ils disent on va fonder notre média à côté, ce move, il fonctionne souvent assez bien. En France, on a eu un peu le même genre. Enfin, moi, j'ai plusieurs exemples. Hein. C'est un peu de cette manière-là que s'est monté Mediapart, c'est un peu de cette manière-là que s'est monté Arrêt sur Image
quand l'émission s'est arrêtée sur la télévision. Epsilon, donc, qui est un magazine de presse papier scientifique, s'est monté à cause de ce qui s'est passé chez Science et Vie et la reprise du média par Reworld. Donc en fait, on voit qu'à chaque fois on va dire qu'une rédac ou des journalistes assez connus sont soit dégagés ou soit décident de ne plus participer à une aventure, s'ils ont assez de crédibilité, assez d'influence, ils peuvent monter un média à côté. Très clair. sur la donc tu viens tout juste de toucher, de parler d'exemples en France. Ouais, je suis peut-être un peu devancé sur les questions, désolé. Non, pas du tout. C'était très clair et super intéressant. Et juste pour revenir sur l'aspect la crise des médias, tu as parlé de grosses publications effectivement qui se prenaient presque pour des entreprises tech et qui avaient une valorisation d'entreprises tech comme BuzzFeed ou Vice, Vox. Est-ce que tu as constaté la même chose, un peu le même emballement en France, où ça c'était vraiment côté US, et en France la crise des médias, parce qu'on connaît aussi une crise des médias en France, ouais, bien sûr. ça peut-être les causes sont différentes et les enjeux sont différents. Je pense, alors, je pense qu'il y a eu effectivement, alors un emballement, je ne sais pas si on pourrait dire, mais moi l'exemple qui me vient en tête, malheureux là en ce moment, c'est par exemple Combini, donc qui est obligé de licencier un peu plus d'une vingtaine de personnes. Donc Combini, ça fait vraiment partie de ces médias qui, ont fait ce pivot tout vidéo comme on l'appelle et qui ont vraiment profité de cet emballement qu'on avait sur les réseaux sociaux. Après, eux, ils ont toujours gardé leur site web. Mais, alors, j'ai pas de chiffres, je pourrais pas vous dire exactement si le site performe, fonctionne, si ça suffit on va dire, à générer des revenus publicitaires. Honnêtement, je pense pas. Mais en tout cas, je sais que voilà, ils ont pâti de ce revirement. Moi, je pense aussi à Brut, qui est intéressant parce que ils ont réussi. Et je pense vraiment c'est les premiers à avoir mis en place un peu ce modèle on appelle ça les vidéos à la brute. Donc, ils ont vraiment inventé un style journalistique qui est par ailleurs intéressant, mais aussi critiquable sur certains points de vue, notamment ces interviews où il n'y a pas vraiment de répondant, où c'est du témoignage pur. C'est très très en vogue sur les réseaux, mais enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut aussi critiquer. Et eux, par exemple, en fait, ils ont eu un développement qui était assez gigantesque. Ils ont ouvert des bureaux à New York. Ils se sont lancés sur le streaming. Ils ont lancé BrutX. Il me semble que c'était tournant 2021-2022. Ça n'a pas duré très très longtemps. Hein, ça a duré une année, notamment parce que il y avait non seulement du documentaire, donc qui coûtait effectivement très cher, mais qui était de très bonne qualité. Mais ils avaient aussi, ils voulaient faire un Netflix à la française. Je pense qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens que Netflix pour fonctionner. Et alors voilà, Brut en plus, c'est un média qui fonctionne beaucoup par levée de fonds. Alors ils ont aussi des revenus qui viennent de leur studio, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce modèle-là qui est un peu en difficulté, c'est-à-dire si on n'a pas un modèle de financement qui est vraiment stable et qui reste en interne et qui nécessite à chaque fois d'avoir du capital qui rentre pour pouvoir continuer. Je trouve qu'en tout cas en ce moment c'est un peu compliqué, vu la conjoncture économique actuelle et notamment ce qui se passe aux États-Unis où voilà, une incertitude totale sur comment le monde va évoluer dans les 4 années à venir. Donc je pense qu'effectivement c'est des médias on va dire où c'est un petit peu compliqué. Mais en vrai, je pense qu'on n'a pas eu de folie comme on a pu voir avec Vice, qui a quand même été survalorisé, je crois. Si j'ai les chiffres, je crois que c'était plus de 5 milliards de dollars, 5,7 milliards de dollars en 2017. Ils ne les valaient pas du tout. Hein. Ils ont fait faillite en 2023 et ils avaient récolté plus de 1,1 milliard de financement en l'espace de 8 ans. Je pense qu'il y avait l'idée selon laquelle Vice, c'était le média des jeunes. Et c'est vrai, hein, moi, il y a une grande partie quand j'étais plus jeune où je regardais Vice, je lisais Vice parce qu'ils faisaient des reportages qu'on voyait nulle part ailleurs. Ils avaient un ton qui était direct. Ils avaient tout de suite capté qu'il y avait un côté, pour en parler tout à l'heure, parasocial qui était très important. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait l'impression que
le journaliste, c'est presque un pote qui nous emmène faire une virée dans un endroit totalement bizarre. Donc ils avaient vraiment une patte, un truc, un style qui était Mhm. vraiment très bien. Et puis je pense qu'en fait la rencontre avec Murdoch leur a pas fait du bien du tout. Mhm. Shane Smith, donc qui est le fondateur, le cofondateur et le PDG de Vice, s'est dit qu'il voulait ramener les jeunes devant la télévision, donc il a voulu lancer Viceland, qui était voilà, il disait je vais ramener les millennials et la Gen Z devant la téloche. Il voulait faire un mix entre MTV et, euh, et une chaîne d'infos en continu, quoi, si je comprends bien. Et en fait, je pense que la télévision, c'était pas le bon move. En tout cas, ça a complètement périclité. Mhm. Est-ce que tu pourrais dresser un peu par rapport donc à l'état des lieux que tu viens d'établir et par rapport à ton article encore une fois de mars 2024, donc ce qui a évolué dans le bon sens et peut-être ce qui a évolué dans le mauvais sens pour les médias. Alors, ce qui a évolué, peut-être déjà pour commencer dans le mauvais sens, on commence toujours par les mauvaises nouvelles, où les journalistes aiment bien ça, c'est que, bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, on a cette vague de licenciements, je pense, qui continue. Mhm. Tu vois, le revirement qu'on a eu avec les plateformes sociales fait que, bah, en fait, ça a quand même pas mal fragilisé les médias. Bon, là, effectivement, on a beaucoup parlé de C8. C'est un cas à part, à mon avis, parce qu'on a quasiment sur 250 personnes qui sont virées. Énergie, il y a aussi une trentaine de personnes qui vont devoir partir, mais on parle aussi de licenciements chez BFM, Europe 2, Combini, Yahoo France. Donc bref, en tout cas, on sent que il y a une espèce de trend hein, comme ça de fragilité médiatique qui continue. Euh, je pourrais pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais je sais qu'en tout cas, ce que moi j'ai l'impression qui est en route, c'est que déjà il y a ce fameux adage du winner takes all, tu vois, Mhm. le plus gros poisson finalement gagne la partie. Euh, donc les médias qui ont fait le pari de l'abonnement payant de manière massive, je pense, sont assez avantagés. Donc un média comme Le Monde qui a dépassé depuis 2023 les 500 000 abonnés continue sur sa lancée. Mediapart qui lui c'est encore plus admirable parce qu'il s'est vraiment lancé quand même plus récent, il s'est lancé complètement sur le web. Je crois qu'on est sur plus de 200 000 abonnés. Enfin, bon, c'est une très très belle. 233 000 Mhm. abonnés. Et ça continue de monter aussi. Donc je dirais que il y a un truc une récompense à la crédibilité journalistique. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que les médias qui ont une bonne street cred, entre guillemets, euh, peuvent continuer à progresser, mais ça s'accompagne euh, d'un émiettement. En fait, c'est ça qui est compliqué. En fait, le gâteau n'est pas partagé de manière très Mhm. équitable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les gros acteurs que ce soit en médias mainstream comme Le Monde ou comme Mediapart, on va dire, sur le web. Et après, ils ont quasiment les trois quarts du gâteau et en fait, tout le reste se partage le reste. Quoi. Et c'est assez compliqué, même sur les petits médias en ligne ou sur même les gros papiers, les gros quotidiens ou les chaînes d'infos, de voilà, en tout cas de voir qui va pouvoir progresser. C'est vraiment un gros acteur qui fonctionne et derrière une ribambelle de petits qui essayent plus ou moins de survivre. Quoi. Et c'est pas évident. Mhm. Mhm. Et maintenant, après, si on pouvait, plus en termes tu vois, de format ou comment dire, de façon de faire, euh, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si ça va dans le bon ou dans le mauvais sens, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on voit émerger une nouvelle forme de journalisme euh, qui est à l'intersection entre l'influence et le journalisme en fait. Mhm. Nous on appelle ça les influenceurs. Ok. Et donc ça va être tous ceux qui vont, on va dire, faire du react par exemple sur des documentaires ou sur de l'actu, qui vont éventuellement faire organiser des shows, des tables rondes, des débats etc. Et qui sont en général des médias souvent de niche, qui s'adressent à un public très spécifique, souvent très orienté politiquement. Aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant extrêmement prégnant. On sait que c'est maintenant, on sait que c'est le podcast, par exemple, qui a vraiment
façonné la campagne présidentielle de Donald Trump et qui lui a permis, entre autres, d'accéder au pouvoir. Un mec comme Joe Rogan, qui lui se dit apolitique, mais en vrai, au fond du fond, c'est un libertarien qui est maintenant viré trumpiste à 100%, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, il a une véritable influence et un vrai levier, même économique. C'est plus le premier des podcasts, mais c'est le deuxième maintenant. Mais en tout cas, voilà, il est extrêmement écouté et ça fonctionne très bien. Et en France, on a, alors je vais pas les traiter d'influenceurs parce que c'est pas vraiment le cas, mais on a des mecs comme Gaspard G, comme Hugo Décrypte. Eux, ils sont plutôt journalistes et en même temps patrons de boîtes, de médias. Mais ils sont quand même à cette intersection avec le créateur de contenu, pas vraiment l'influenceur, mais plus la création de contenu, parce que je pense qu'ils ont totalement embrassé la manière de gagner de l'argent avec ces médias-là, en exploitant en fait les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, etc. Maintenant, est-ce que ce sont des modèles qui sont amenés à s'étendre, à grossir? Est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont pas finir par se retrouver un peu bloqués parce que le marché en France est relativement réduit? C'est une question que je me pose assez régulièrement. Je me la pose aussi beaucoup pour ces ces journalistes qui lancent des newsletters. Là aussi, on est un peu sur ce même modèle que ce qu'on avait dit avec 404 tout à l'heure. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes qui étaient énormément suivis sur les réseaux sociaux sont lâchés par leur rédaction et vont se mettre à lancer une newsletter sur un sujet de niche très particulier sur leur spécialité. Et c'est pour ça qu'on va les voir, parce qu'on sait qu'ils sont spécialistes sur ce sujet-là. Ça, c'est un modèle qui fonctionne pas mal aux États-Unis, même si je pense que comme dans n'importe quel secteur de la création en ligne, il y a une petite pointe qui marche vraiment et une énorme base qui gagne quasiment rien. C'est vraiment comme la pyramide de Ponzi, c'est un peu ça, quoi. Et en France, je vois pas encore vraiment Enfin, je sais qu'il y a des plateformes comme Kessel, par exemple, qui lancent ce modèle. Il y a des auteurs, notamment. Alors, ça peut être des journalistes, des essayistes, des écrivains qui se lancent là-dessus. Je sais pas si on peut vraiment gagner vraiment pleinement sa vie à 100% avec ce modèle-là, parce que la France, c'est un modèle qui est beaucoup un marché qui est beaucoup plus réduit, en fait, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, que pour transformer sa communauté et la faire en sorte qu'elle vienne payer la newsletter, c'est plus compliqué. Surtout qu'en plus, là, on rentre je dirais pas dans une récession, mais dans un contexte économique plus compliqué où les gens, je pense, vont commencer à se dire de quel service je me désabonne pour pouvoir regagner un peu de pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que, en tout cas, en termes de format, de modèle économique qui est en train d'apparaître et de dynamique, on a ces gros acteurs qui se consolident et qui font en sorte que l'abonnement au journalisme soit quelque chose qui soit une bonne chose. Et ça, en vrai, quand on est journaliste, avoir des lecteurs qui payent pour pouvoir nous lire, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. En vrai, c'est ce qui assure l'indépendance d'un média, sa crédibilité, etc. Tout autour, une espèce de mare bouillonnante de modèles, d'essais, d'erreurs, de trucs qui marchent, de trucs qui marchent pas. Et c'est ce qui est assez fascinant à observer, quoi. Est-ce que tu vois d'autres modèles économiques justement qui pourraient être plus adaptés au marché français sur l'aspect un peu comme tu décrivais de créateur de contenu slash influenceur slash par exemple un Hugo Décrypte. Bon, c'est vrai qu'il a capté un peu, comme tu disais, c'est lui qui a capté un peu ce genre, ce nouveau genre qu'il a inventé. Du moins, c'est l'un des pionniers, des leaders. Mais tout le monde ne peut pas faire du Hugo Décrypte. Heureusement d'ailleurs. Mais quand on se lance, et si on doit pas se dire que ok, je vais espérer que l'abonnement couvre mon salaire ou fasse mon business model. Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que on pourrait imaginer si on se dit il n'y a pas de limite? Alors moi j'ai un modèle que j'aime beaucoup. Maintenant je ne sais pas à quel point est-ce qu'il est représentatif ou pas, mais par exemple je suis assez admiratif de ce que peut faire la Zawa Prod. Donc la Zawa Prod, c'est un collectif de streamers qui a notamment été cofondé par Danny Caligula, donc qui était un ancien YouTuber, et Raz404, qui est son compère de stream. Et donc ces deux streamers qui ont, on va dire, je trouve un peu apporté, on va dire, une touche
politique au streaming. Et donc, c'est deux énormes gauchistes, hein, on va pas se mentir. Donc, ils ont un public jeune, plutôt urbain, qui vote à gauche et qui, on va dire, va venir observer et commenter l'actualité par leur prisme. Mais ils font pas que ça, quoi. C'est-à-dire que le React, c'est leur format central. C'est ce qui les fait vivre en fait. C'est les gens vont payer des abonnements via Twitch, vont aussi participer à leur Tipeee ou leur Patreon, je sais plus encore, mais en tout cas, il y a un petit côté aussi. Bon bah, si vous voulez nous financer à 100% et qu'il n'y ait pas les 50% qu'il y a chez Jeff Bezos, passez par la petite porte d'à côté et ça revient au même et ça nous fait gagner plus d'argent. Donc déjà il y a ces modèles-là. Donc il y a l'aspect parasocial dont je te parlais tout à l'heure qui est super important parce que quand tu rentres dans leur communauté, ce qui est assez génial, c'est que tu peux être à différents niveaux d'implication. Moi, par exemple, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants à la maison, j'ai pas le time de suivre 4 heures de stream. Tu vois, clairement, c'est pas mon truc. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je regarde leur best-of YouTube où ils ont un monteur qui sait très bien sélectionner les meilleurs moments, que ce soit les plus drôles ou les plus intenses d'un point de vue commentaire ou les plus fous. Et ça me suffit largement pour pouvoir avoir un aperçu, une idée voilà, c'est comme finalement le stream. Ce qui est assez génial, c'est que c'est quelque chose qui est très englobant. Il parle plein de sujets différents. Et YouTube, il y a plus un côté vraiment éditorialisé où ils vont sélectionner le sujet du jour en fonction de l'actu. Donc c'est ce qui me correspond le mieux et j'écoute ça en podcast quand je fais à manger ou je suis sur mon vélo. Et puis voilà, il y a ceux qui sont en stream pendant les 4 heures, qui sont dans le chat, qui participent. Ceux qui, en dehors du stream, vont participer au Discord, donc qui vont être encore plus intégrés dans cette communauté. Et donc, il y a quelque chose comme ça où ils amènent vraiment, ils vont construire une communauté au fur et à mesure. Et en plus, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils sont pas du genre on va dire, à caresser j'allais dire leur lectorat, mais leurs viewers dans le sens du poil. Ils s'invectivent souvent avec leur chat, ils s'engueulent avec eux, ils les traitent de gogol quand ils sont pas du même avis. Enfin bon, il y a une espèce de liberté de parole comme ça qui est assez jouissive, assez réjouissante. Et je trouve qu'en plus, même si leur métier c'est fondamentalement pas du journalisme, hein, c'est à ce mi-chemin entre de l'entertainment, de la revue de presse, de la critique média. Ils font aussi, parce qu'ils ne font pas que ça, ils font aussi des tables rondes, ils organisent des soirées aussi, donc c'est-à-dire qu'ils font, il y a des DJ sets, et avant ça, il y a des grandes interviews de politiques ou d'autres créateurs de contenu. Enfin voilà, il y a un mix entre politique, culture et entertainment music et rencontre réelle de la communauté qui est assez folle à mon sens. En tout cas, je sais que personne d'autre ne fait ça en France. Et en tout cas, si j'avais un modèle sur lequel j'aimerais bien me baser, je pense que ce serait celui-là. D'autant plus que tu as vraiment l'impression que c'est une équipe soudée que tu vois qui se met en scène elle-même dans des espèces de méta-jokes. Donc, tu as un côté vraiment, ouais, le média de potes que tu as envie de suivre parce qu'il est extrêmement cool, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un modèle émergent qui est vraiment fascinant à observer. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est un modèle qui a ses propres faiblesses et ses propres failles. Tout d'abord, je trouve qu'il y a toujours un danger inhérent à la relation parasociale et à la trop forte identification que tu peux avoir avec des journalistes ou des médias ou des créateurs de contenu. C'est-à-dire que tu peux gober assez facilement ce qu'ils vont te dire et en fait c'est compliqué de les remettre en question. Il y a un côté un peu où tu les idéalises, où ils deviennent un peu des stars. Là, actuellement, Danny Caligula a arrêté de streamer parce que il s'est pris, il est pris dans une shitstorm. En fait, il y a eu des vieilles histoires de harcèlement qui sont en train de remonter. Bon, voilà, ça a toujours existé dans le milieu du web. Les gens règlent leur compte. Quand tu as été méchant à un moment donné, ça te revient toujours sur le coin de la tronche à un moment donné ou à un autre. Voilà, je suis pas dans ces histoires, mais je me dis juste que c'est un modèle où en fait tu es ton propre média, donc si jamais tu es dans la sauce, bah, ton média est aussi dans la sauce, donc ça a aussi une certaine fragilité à ce niveau-là. Ça leur nécessite. Enfin voilà, heureusement ils ont d'autres streamers qui évoluent au sein de la Zawa Prod, donc ils peuvent rebondir, se reposer sur d'autres personnes, etc. Et l'idée donc ça continue, et voilà. Et pour en revenir sur le modèle économique, bah, en fait c'est un truc qui a vraiment marché. C'est-à-dire que ce qui est assez ouf aussi, c'est de les avoir vus évoluer dans le temps sur, je sais pas, 4-5 ans.
ils ont commencé, ils étaient dans un squat. Ils habitaient dans un squat. Donc c'est le mythe de l'entrepreneur dans son garage. Là pour le coup c'est vrai, c'est pas un storytelling, c'est un vrai truc. Ils ont commencé dans un immeuble pourri, dans un squat pourri, et au fur et à mesure le média qu'ils ont créé, déjà eux ils les ont sortis de la pauvreté, ce qui est assez ouf. Et je pense que ça c'est assez génial sur les réseaux quand on suit un créateur et qu'on contribue qu'on finance, qu'on produit ces trucs, le voir progresser, le voir gagner en portée et en force, je pense que c'est comme pour le e-sport ou pour les streamers qui font du jeu vidéo, il y a un côté très satisfaisant pour le public, presque on supporte son équipe de foot, on supporte son streamer favori, il y a un truc de ouf, et donc voir le média gonfler, au bout d'un moment prendre des locaux, réussir à fonctionner comme une vraie entreprise, avec des vraies valeurs en plus pour le coup. Voilà, je trouvais que c'était plutôt cool à voir, quoi. Mais c'est un modèle, un exemple. Bon, après, il y en a d'autres, hein, j'en ai pas tout à fait en tête, mais je pense que le côté média qui innove et qui essaye des trucs et qui en plus qui est à la fois très présent en ligne et en même temps qui essaie de rassembler les gens en physique. Je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant parce que la génération Z aujourd'hui, même les alphas qui vont arriver, il y a toute une question de comment tu refais société, comment tu te reconnectes l'un à l'autre, alors qu'on passe notre temps alors qu'ils passent leur temps sur des écrans. Et le rôle d'un média, c'est peut-être aussi justement de permettre à ces gens-là de se reconnecter et voilà, d'avoir du dialogue, de la discussion, de faire la fête ensemble. Euh, Il y a un autre modèle, excuse-moi, je dérive un peu, mais je trouve que c'est intéressant. Il y a un modèle qui marche vachement aux États-Unis en ce moment, en tout cas qui fait beaucoup de buzz, ça s'appelle Jubilé Média. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. Jubilé, c'est un truc assez ouf. C'est un média qui vraiment imagine les débats de société, les débats d'idées comme un match de catch. Donc en gros, tu vas avoir des formats incroyables. Il y en a un qui a vraiment cartonné la semaine dernière. Tu avais un mec libéral, enfin un lib, contre une vingtaine de magas. Donc, et le gars est presque un débatteur professionnel. Hein. J'ai plus le nom en tête, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des prises de parole dans les médias. Et donc, tu avais 20 supporters, ou je sais plus combien, 30 supporters de Trump autour de lui, et chacun son tour, ils intervenaient et ils essayaient de le débattre avec lui, et à chaque fois, ils les alignaient les uns avec les autres. C'était assez. Et en fait, tu as ce genre de médias qui met en scène les divisions que la société et des divisions qui sont très exacerbées. On est vraiment dans une société maintenant très très polarisée. On a les anti-woke, les anti-fans d'un côté. Enfin voilà, tout le monde se bagarre, c'est assez compliqué. Et eux, ils surfent là-dessus en disant on veut remettre l'empathie et le débat. On veut refaire société grâce à ça. Mais en fait, quand tu regardes ce qu'ils font, c'est pas vraiment ça, quoi. En fait, ils exacerbent ces tensions, ils donnent à chaque camp, le côté genre ah ouais, bien fait pour sa gueule, j'ai regardé le débat, il s'est fait avoir, etc. Donc contre-exemple de la Zagua Prod et de Dani Arras qui pour le coup essaie de remettre tout le monde ensemble. Je trouve que c'est pas trop mal. Tu as beaucoup parlé encore une fois, des États-Unis. Ouais. C'est un marché que tu suis beaucoup parce que tu trouves que c'est de là d'où viennent les innovations les plus intéressantes, même si tu as cité cet exemple en France. Est-ce que finalement tu trouves pas que en France, l'innovation côté média est un petit peu en berne ou il y a des choses qui se passent quand même Alors, je pense que honnêtement, c'est parce que j'ai un biais du fait de ma veille. Parce qu'à l'ADN, vu qu'on travaille principalement sur les tendances, qu'elles soient tech, médias, sociétales, etc., euh, on est extrêmement branché sur les médias américains, forcément. Moi, j'ai une veille longue comme mon bras de newsletters et de médias américains que je suis. Donc, je pense que j'ai forcément beaucoup ce modèle dans la tête. Euh, je dirais pas que la France est en berne, mais on a toujours ce côté suiveur quand même, hein, qui est que on voit ce qui se passe aux États-Unis et souvent on va dire. Alors avant on disait qu'on avait 10 ans de retard et puis après on a dit qu'on avait 5 ans. Là je dirais qu'on a entre 1 et 2 ans de retard en fonction de certains types de médias. Il y a toujours quelqu'un qui aura la bonne idée d'aller prendre ce modèle et de l'importer en France. Maintenant, je trouve qu'on est à notre échelle, finalement, pas si en retard que ça, parce que on a notre Mister Beast à nous, c'est Squeezie, par exemple, qui, lui, commence déjà, maintenant, par exemple, à produire des émissions à l'international en les doublés en américain.
je sais pas si ça va marcher, hein, honnêtement, c'est compliqué de percer à l'international. C'est plus facile pour un Américain de venir en France que l'inverse. Euh, mais en tout cas, je pense qu'en termes de masse critique, de, de production et de choses qu'on arrive à créer sur le web français, je pense on n'a pas trop, à notre échelle en tout cas, on a souvent été en avance de phase. Mais après, on se fait dépasser par les Américains parce qu'ils ont un marché gigantesque en fait et qu'on peut pas rivaliser contre ça. Mais euh, faire de l'entertainment à la MrBeast, on le fait par exemple depuis très longtemps sur nos youtubeurs français à nous. Donc je dirais qu'on n'est pas à la traîne. En termes de format, je pense qu'il y a toujours un truc qui se fait aux États-Unis qui est, comment dire, ils ont toujours un petit truc d'avance parce que c'est aussi une société qui est très tournée vers l'image, alors que je pense, même si c'est en train de changer, mais qu'en Europe et en France, on garde quand même ce côté, on est tourné vers l'écrit. Mine de rien, il y a quand même une différence culturelle, à mon sens, qui joue encore beaucoup. Il suffit de voir l'influence que peut avoir le monde de la littérature encore en France. Euh, c'est pas du tout la même chose dans les autres pays, quoi. Par exemple, on n'a pas la même traction médiatique sur ce domaine-là. Les Américains ont toujours été fascinés par l'image, par la vidéo. Et donc à chaque fois qu'il y a un nouveau format qui émerge, souvent c'est quand même de chez eux, mais voilà, on le récupère assez vite. Et après, en vrai, en termes d'usage numérique, que ce soit au niveau communautaire par exemple, je pense qu'on n'a pas trop à rougir. Tu vois. Par exemple, quand Reddit organise Airplace, qui est une espèce de d'événements qui dure pendant 2-3 semaines, pendant lequel il y a une toile blanche, un canevas qui est mis à la disposition de tous les internautes qui sont connectés sur Reddit, et tu peux cliquer sur un pixel et le mettre d'une couleur particulière. Et tu peux faire ça toutes les minutes, toutes les 5 minutes, je sais plus. Et donc, en fait, les gens s'organisent en communauté et vont se mettre à créer des dessins, des patterns, et ensuite ça va se transformer en guerre de territoire. Et, et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que pour le dernier Airplace qui s'est passé, bah, en fait, la France, parce qu'on avait des créateurs de contenu extrêmement puissants qui arrivaient à driver toute une communauté et à la maintenir sur cet événement-là pendant un certain temps, et ben en fait, on a dominé une énorme partie de la carte. Alors forcément, c'est une espèce de compétition, un jeu de la vie mondial, donc on peut pas être partout. Mais ceci dit, ça a permis de se rendre compte que la force des communautés et donc des créateurs de contenu français était vraiment très très forte, très importante. Euh, Par rapport notamment à d'autres pays d'Europe qui étaient beaucoup moins en avance de phase là-dessus. Quoi. Voilà, c'est un exemple comme un autre, c'est pour dire que on n'est pas. En tout cas, on a des internautes en France, on a une jeunesse qui est connectée. Maintenant, ce qui manque, je pense, et ce qui est plus compliqué, c'est de sortir des modèles économiques viables et intéressants quand on parle de médias. Et là, c'est là où les choses sont un peu plus compliquées. Je trouve que on peut monter un média et sur TikTok, sur Insta, etc. et faire en sorte qu'il fonctionne énormément, mais pour le transformer, réussir à en tirer de l'argent, pour avoir de l'abonné payant, euh, si on se base que sur du journalisme, c'est encore très compliqué. Moi, j'en ai vu, hein, par exemple, des journalistes YouTube vraiment qui vont aller faire du documentaire, qui vont prendre leur caméra, faire des enquêtes, des interviews. Il y en a un, Sylvain notamment, que je connais bien, dont j'apprécie beaucoup le travail. Bon, lui, il arrive à en vivre, mais il me dit c'est toujours un peu galère. Je suis même pas protégé juridiquement par un média parce que je suis moi-même mon média. Donc si je fais de l'enquête, bah, c'est dangereux d'un point de vue juridique. Ça veut dire aussi qu'il faut toujours faire appel à du don, à de l'abonnement, et ça, bah, les gens commencent un peu à saturer, à fatiguer. Et est-ce que les modèles économiques basés uniquement sur la publicité que peuvent apporter les plateformes comme YouTube sont suffisants pour faire vivre un créateur de contenu? Bah, moi, ça me paraît compliqué. Alors, c'est pas du journalisme, mais par exemple, MrBeast, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est le plus gros youtubeur actuellement, euh, là, il est en train de faire des appels de fonds et en fait, on se rend compte que son business, ce qui lui rapporte vraiment de l'argent, c'est ses produits dérivés. En fait, c'est les barres de céréales, enfin les barres de chocolat, la boisson, c'est ce qui lui rapporte de l'argent. Et tout ce qu'il gagne avec YouTube, avec l'argent de publicité de YouTube, et pourtant il fait des millions de vues, et tout est réinvesti en fait dans ses prods. Donc apparemment, il gagnerait pas grand chose. Quoi. Donc c'est là aussi où c'est intéressant de voir que YouTube
d'un côté, ça peut faire monter très très fort quelqu'un d'un point de vue visibilité, ça peut le rendre influent sur le monde entier, ça peut lui permettre de développer des concepts incroyables, de lui faire des émissions, des shows, du documentaire, du reportage que tu veux encore, euh, de manière vraiment très forte. Mais est-ce que ça fait vraiment gagner sa vie? C'est là où c'est plus compliqué, quoi. Hmm. Mais est-ce que finalement, c'est pas un problème de relation entre créateurs, et par créateur, c'est très global, hein, c'est journaliste, créateur de contenu, peu importe, et plateforme, et surtout le partage, parce que encore YouTube sont assez... Je crois qu'ils sont à 50-50 YouTube, il me semble. ouais. Mais ils partagent, c'est ça, ils partagent. Mais par exemple sur Facebook, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure en intro, il y a zéro partage de valeur sur Facebook. Enfin, si un journaliste décide de partager du contenu sur Facebook, il obtient un peu de portée et c'est tout. Ouais, Sur, ouais. donc c'est là où peut-être que les plateformes, alors c'est facile de pointer du doigt et de dire ce sont les coupables et c'est pour ça que je suis créateur de contenu, je gagne pas assez d'argent. C'est pas ça la réponse bien entendu, mais il y a quand même un gros problème de partage entre les plateformes et les créateurs de contenu pour qu'ils soient rétribués et pour pas qu'ils aient à créer une barre de chocolat Ouais. pour gagner leur vie. C'est fou, quoi. Enfin, c'est un modèle économique qui tient la route et qui est intéressant, qui est innovant. Mais je veux dire, c'est pas le rôle, ça c'est pour un créateur de contenu, mais c'est pas le Bah, rôle d'un journaliste, entre ouais, guillemets, bien sûr. tu vois, demain de devoir créer ça pour vivre. En fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est-à-dire que quand tu vois déjà, faut sortir de l'idée que c'est que des journalistes, hein, c'est vraiment créateurs de contenu. Ouais. C'est un peu le problème, c'est que c'est très très global. C'est à la fois de l'influenceur qui va avoir on va dire des contrats spéciaux avec des marques et qui là clairement va très très bien gagner sa vie. Il n'y a aucun problème avec ça. D'autre côté, un journaliste qui va éventuellement réussir à sponsoriser un documentaire avec tous les risques éthiques que ça comporte, parce que bah, tu t'affilies à une marque, donc tu perds en indépendance aussi. Donc voilà, les modèles, encore une fois, on revient toujours au modèle du Patreon, de la participation directe. Mais là aussi, il y a certaines formes de fragilité. Le partage des revenus, bah, le problème, c'est que les infrastructures des plateformes, elles sont extrêmement chères, déjà pour commencer. Euh, Ils ont des coûts serveurs parce qu'en fait le problème c'est que YouTube, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça qui montrait le nombre invraisemblable de vidéos qui étaient publiées sur YouTube et qui n'étaient jamais regardées en fait, qui cumulaient à peine une vingtaine ou une trentaine de vues. D'ailleurs, je crois que 50 vues, c'est à peu près la moyenne, même moins, je crois, de vues sur une vidéo YouTube, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Hmm. on ne voit que la partie vraiment immergée de l'iceberg, mais il y a un énorme, un énorme iceberg englouti de vidéos jamais regardées sur YouTube, et en fait, ça a un coût monumental pour Google et pour YouTube. Je me rappelle aussi, par exemple, alors, on est moins sur de la création de contenu, mais quand même sur la plateforme de jeux vidéo Roblox, euh, où donc il y a des jeunes créateurs, hein, des fois même des mineurs, qui travaillent, qui créent des jeux vidéo et qui réussissent à gagner de l'argent. Il faut savoir que de tout l'argent qui est récolté par leurs jeux vidéo, ils ne gagnent que le quart. En fait, tout le Hmm. reste est divisé entre les coûts du serveur, la plateforme en elle-même et les 30% qu'il faut reverser aux shops comme Apple par exemple. Donc, euh, en fait, je dirais qu'au-delà du partage, de la création de la valeur du contenu qui est créé soit par des journalistes, soit par des créateurs de contenu ou des influenceurs, c'est l'écosystème en lui-même et la manière dont il fonctionne qui est particulièrement vicié. En fait, les infrastructures sont détenues par des fonds d'investissement gigantesques, ultra capitalistes. Et c'est comme pour l'agriculture, hein, finalement, c'est ceux qui Hmm. produisent la matière première qui sont pas les mieux rémunérés, qui même souvent sont le plus exploités. Et bah, en fait, ce qui est intéressant avec la création de contenu sur les réseaux et le journalisme fut un temps, c'était que ça surfait un peu sur le côté cool du métier, quoi. C'est-à-dire que tout le monde, à une époque, il y avait beaucoup de gens qui voulaient être journalistes parce que c'était un métier très sympa, on voyageait, on était un peu des rostas, etc. Bon, maintenant ça c'est terminé, un journaliste n'est plus comme ça. Maintenant c'est des créateurs de contenu qui ont récupéré ce Hmm. rôle-là, mais ça donne quand même envie, hein. On voit ces gens qui voilà, voyagent, vont dans des hôtels de luxe pour certains, euh, ou même d'un point de vue intellectuel, touche à plein de domaines, plein de sujets différents. C'est un métier qui attire beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui veulent créer du contenu de bonne qualité, intéressant, des médias sur Internet.
Et ensuite, bah, en fait, il faut réussir à capter la valeur directement de sa communauté. En fait, je pense, à mon avis, si on essaie de capitaliser sur les revenus publicitaires, je pense qu'à long terme, c'est pas forcément un bon plan. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est le slop dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire tout le contenu créé avec de l'intelligence artificielle. Euh, Ça, c'est absolument monumental. Enfin, je veux dire, ça va prendre de plus en plus de place. Je pense même que ça va mettre en danger le journalisme d'une certaine manière parce que pas plus tard qu'il y a ce matin, j'ai vu un test qui avait été effectué sur des articles où, en utilisant certaines intelligences artificielles, on peut créer une espèce d'enquête journalistique totalement bidon, hein, en ne sortant jamais de son bureau, juste en récupérant des sources à droite à gauche et en faisant semblant d'écrire des témoignages. Et c'est ultra bien fait, donc même notre métier risque d'être impacté. Mais ouais, le partage de revenus, enfin voilà, le partage de la valeur, il est fondamental. Je pense que les créateurs de contenu, avec un peu de chance, peut-être un jour pourraient se syndiquer et décider peut-être de monter contre certaines plateformes, notamment sur Twitch ou sur YouTube, pour pouvoir essayer de récupérer plus. Mais c'est quand même compliqué. Hein. C'est des métiers qui sont très individualisés. Finalement, chaque compte fonctionne pour sa paroisse. Il n'y a pas encore. Enfin, voilà, on est dans une société individualiste. Les médias sont eux-mêmes individualistes. Déjà que les gros médias entre eux prennent des décisions sans forcément. Enfin, moi, je pense quand même à la décision du Monde qui a été de signer un contrat avec OpenAI pour laisser la boîte exploiter ses articles et entraîner ses algorithmes et faire du deep research sur ces articles. Euh, je pense que l'ensemble de la presse les a un peu regardés en mode ah ouais, vous faites ça quoi, sans nous consulter, ils ont ok d'accord, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, il y a, et je pense que pour les youtubeurs c'est encore plus compliqué à mon avis. Donc voilà, je sais pas trop exactement. Est-ce que un jour on aura une plateforme web qui permettra aux gens je ne sais pas, d'hoster, on va dire, le contenu sur leur un truc un peu à la peer-to-peer, ultra pirate, ultra un peu à la Mastodon, un peu les réseaux sociaux du futur, ce sera peut-être un peu ça, quoi. Une structure qui euh, reposera sur le matériel informatique des individus, qui fonctionnera forcément un peu moins bien, de manière moins confortable, mais qui permettrait peut-être aussi de partager les coûts d'hébergement, éventuellement. J'y crois moyen, c'est vraiment un rêve là pour le coup, mais qui permettrait du coup à tout à chacun de pouvoir être beaucoup plus maître du revenu que ça lui rapporte. On est là pas avant 20 ans. Dans 20 ans, 30 ans, jamais, je ne sais pas. Très très intéressant. Quelle est la vision justement de l'ADN par rapport à tous ces nouveaux usages, parce que vous êtes un média tout de même assez innovant, mais vous avez une rédaction, vous avez un service, vous avez des journalistes, etc. Donc vous avez une structure plus ou moins, est-ce qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, la façon dont est organisé le média? Ouais. Complètement, oui. Donc, Alors, en donc externalisé, mais oui, on a un fonctionnement qui est plutôt avec une rédaction, donc beaucoup de journalistes externes, beaucoup de pigistes et assez peu de gens en interne finalement. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, ça c'est assez récent. Mais là, en tout cas, ce fonctionnement-là, il existe depuis un ou 2 ans maintenant. Et on est accolé à un studio qui lui, va créer du contenu en marque blanche pour des marques ou faire de l'éditorial voilà, pour des marques du print content, vraiment le truc le plus classique, avec une vraie belle séparation quand même entre les deux rédactions, mais aussi quand même des collabs. C'est-à-dire que nous, on fait régulièrement appel aux journalistes du studio pour venir proposer des sujets au sein de la rédaction qui ne soient pas forcément voilà, des sujets pour des clients, mais des sujets pour la rédaction. Et on a aussi un espèce de club, on pourrait l'appeler comme ça, qui s'appelle le Shift, qui lui, justement, fait de l'événementiel. On parlait tout à l'heure de remettre les gens ensemble, de les reconnecter. Et donc là, on organise des déjeuners, des dîners, des soirées, avec des tables rondes, des rencontres, et avec voilà, l'idée, c'est de faire réfléchir au-delà de nos articles, d'apporter une réflexion supplémentaire
Et aussi de faire en sorte que les gens se rencontrent autour de dîners qui ont une thématique forte avec une personnalité à chaque table qui est intéressante, Mhm. un journaliste qui va, on va dire, faire un peu le monsieur loyal et qui va permettre à une conversation de se mettre en place. Et ouais, ça c'est un modèle qui fonctionne bien parce que il y a des cercles virtueux en tout cas qui sont assez cool. Les gens nous connaissent grâce à nos articles. Ensuite, ils voient qu'on produit du contenu, ils ont envie éventuellement de venir aux soirées et au-delà de ça, après, ils vont peut-être éventuellement aller voir le studio et bosser avec nous aussi. Mhm. Donc, c'est un modèle en tout cas qui fonctionne pas mal. Euh, Après, je sais pas si ta question porte éventuellement sur l'usage de l'IA ou pas. Pas Pas forcément sur forcément. l'usage de l'IA, mais si tu as des choses intéressantes, je suis preneur. C'était davantage sur le fait de, par rapport à toutes les tendances et toutes les choses que tu as mentionnées et que tu vois dans l'industrie des médias, est-ce que vous regardez ça d'un œil enthousiaste ou Mm. est-ce que ça vous fait quand même un peu peur et vous vous dites tiens il y a quand même des risques quand même assez forts alors je sais pas si tu peux en parler comme ça. En plus Ouais. là je sors de la trame du podcast donc désolé si je te Non, non, il prends n'y un a peu aucun comme souci, non, ça. non, bien sûr. Alors après, c'est plus des réflexions individuelles, tu vois, ce qu'on Hmm. a nous, c'est-à-dire que on voit effectivement, on a vu ce tournant avec les plateformes sociales, notamment que j'expliquais tout à l'heure, nous-mêmes, on a été les premiers impactés. Hein, en fait, je connais aucun média qui n'a pas été impacté par ce truc-là. Et c'est justement parce qu'on voyait nos audiences dégringoler sur Meta, on se disait, oula, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là Et qu'ensuite, on s'est rendu compte que c'était pour tout le monde pareil. Donc voilà, c'était pas si inquiétant que ça, quoi. Est-ce qu'on est inquiet plus que ça? Non, je pense que moi je suis plus inquiet par l'état de la démocratie d'un point de vue mondial, si tu veux Mhm. tout savoir, que plus sur ce que les médias deviennent ou pas, tu vois. Mais notamment la manière dont la place des médias dans la démocratie, dans le fait de donner la parole aux citoyens, de faire en sorte que les débats d'idées circulent. Bon, les modèles économiques, si tu veux, ça a toujours été précaire hein, dans la Hmm. presse notamment. Enfin, en tout cas, depuis 20 ans, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours des modèles qui vont, voilà, des médias qui vont se casser la figure, qui vont se réduire un peu de chagrin, puis ensuite qui vont regonfler. Enfin, il y a une espèce de cycle comme ça qui se fait à chaque fois. Moi, je te dis, mes inquiétudes, c'est plus sur comment est-ce qu'on reçoit l'information et comment on l'envoie la bonne information aux gens. Et ça c'est une question qui se pose de plus en plus. Je pense qu'aux États-Unis, ce qui est en train de se passer est absolument dramatique. C'est-à-dire que depuis le début du mandat de Trump, il y a eu en fait, on ne peut pas suivre intégralement et complètement ce qui se passe parce que la stratégie de Trump et de son administration, c'est d'inonder la zone de merde, hein, littéralement. C'est comme ça que s'appelle la stratégie. C'est Steve Bannon qui l'a inventé. Donc, euh, il y a tous les jours une nouvelle dinguerie, comme diraient les jeunes, qui se passe. Et en fait, il y en a même 3, 4 qui se passent. Et en fait, faut sélectionner. On ne peut Hmm. pas se concentrer partout. On est un peu en état de choc. Ça va un peu mieux maintenant parce que les choses commencent à redescendre et qu'on comprend comment les choses fonctionnent. Mais c'est pas évident à suivre. On voit juste que la société se divise toujours autant. C'est très compliqué. C'est aussi compliqué pour nous en tant que journalistes en fait de s'extraire de notre bulle d'information et de veille. Moi, par exemple, je suis très présent sur TikTok euh, et je l'étais un peu plus sur X, mais X, j'ai un peu lâché l'affaire, par exemple, parce que c'est vrai que c'est devenu bah, une ambiance générale un peu nauséabonde. Et par exemple, je me suis beaucoup reporté sur Blue Sky et sur Reddit, mais je suis pas satisfait parce que l'intérêt de X, enfin de Twitter, c'était qu'il y avait un peu, un petit peu de tout le monde en même temps. Il y avait du militant, il y avait du politique, il y avait du scientifique, il y avait du troll. Voilà, il y avait du journaliste, il y avait un peu de tout, ce qui faisait que il y avait un melting pot intéressant. Blue Sky, euh, bah, c'est des communautés qui sont déçues de Twitter qui viennent, donc en fait il y a beaucoup de scientifiques et beaucoup de gens de gauche majoritairement, et en fait du coup il y a moins ce côté-là melting pot. Reddit c'est encore plus différent parce que c'est beaucoup de gens qui sont plutôt capés, informatiques, etc. Donc c'est encore un autre type de personnes. TikTok, ça, il y a un côté un peu melting pot, j'ai envie de dire. Il y a Mhm. autant de prolos que de gens qui maîtrisent très très bien les codes des réseaux sociaux et de la création de contenu, mais avec un algorithme totalement
moi que je trouve génial et en même temps très dangereux. C'est-à-dire que j'adore le contenu que TikTok me propose, mais je sais que c'est pas la vraie vie, quoi. C'est pas la réalité. C'est pas je n'ai pas de vision d'ensemble. Ce que X pouvait éventuellement apporter à une époque. Mhm. Donc il y a ce côté bulle qui est assez compliqué à percer en tant que journaliste. Et en fait, ça demande un effort d'aller sur des contenus sur lesquels on n'aurait pas forcément envie d'aller de base. Et c'est aussi la manière dont tu fais porter le message, en fait, et comment tu le fais porter. Et tu vois, à partir du moment où on perd les réseaux sociaux, bah, quel autre moyen on a? En fait, il faut qu'on fasse de la vidéo. On en a fait, on n'en fait plus. Il faut qu'on fasse du podcast, éventuellement de manière régulière. Faudrait qu'on aille sur Twitch. En fait, le truc, c'est que pour aller toucher les audiences et augmenter notre audience et tout, ça te demande à une rédaction d'être ultra protéiforme et de pas seulement te baser que sur un. Et en fait, c'est là où tu dois faire des choix, en fait. C'est que, bah, tu peux être très bon à un truc, mais je suis pas sûr que tu puisses, enfin, avec des moyens tels qu'on a, en tout cas, je suis pas sûr que ce soit. C'est pas évident d'être très bon dans tous les domaines et dans tous les trucs tu vois, de publication. Et en fait, bah, pour être très bon partout, pour être très bon sur Snapchat, très bon sur TikTok, très bon sur Instagram, très bon sur euh, Twitch ou que sais-je encore, bah, faut être une énorme rédaction avec Ouais. énormément de moyens et c'est là où c'est très très compliqué. Il faut choisir ses combats, faut se dire que bah, en fait le côté mainstream, et là je parle de manière globale, hein, pas que de l'ADN, tu vois, mais l'aspect média mainstream, peut-être qu'il faut abandonner cette idée-là. Tu vois, ce qu'a voulu faire un Brut ou un Combini, qui était d'être très généraliste, de s'adresser au plus grand nombre. Il pouvait éventuellement le faire avec les réseaux sociaux, mais maintenant je pense que c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il faut bah, te choisir un combat et être très 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 bon dans ce combat-là. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, mais pas évident, quoi. Ok. Bah, écoute, très bonne recommandation en guise de conclusion du podcast. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour les questions de Ouais, fin? bien sûr. Ok, super. Tu as déjà mentionné pas mal de médias ou de groupes médias que tu aimes ou que tu suis. Est-ce que je peux quand même te poser la question de savoir quel est le média ou justement le groupe média qui t'inspire le plus? Ouais, ça, c'était la question impossible à répondre. Bon, j'ai beaucoup parlé de Zawa. Je pense qu'en vrai, Zawa Prod, c'est peut-être ceux qui m'inspirent le plus. Mais du coup, j'ai un peu spoilé le truc. Mais en fait, c'est compliqué quand tu es bon, rédac chef et en plus journaliste média. C'est que je suis tellement de médias, tellement de trucs différents que c'est parfois j'ai une vision professionnelle des choses et j'ai plus trop ce côté amoureux d'un média. Mais Hmm, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Urbania France. Euh, d'accord. Principalement, alors pas forcément parce que c'est un modèle qui m'inspire plus qu'autre chose, mais euh, parce que leurs vidéos sont incroyablement informatives et drôles à la fois. Ils font un truc que moi j'adore vraiment, qui est très sérieux sur le fond et très déconnant sur la forme. En plus, ils font appel à des créateurs de contenu, des humoristes, des chanteurs. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui est mis en place qui fait que c'est du vrai infotainment de Mhm. qualité. Il y a une vidéo que je recommanderais à tous de regarder qui est l'explication du conflit israélo-palestinien qui, je crois, est faite en 7 ou 10 minutes, qui est non seulement très très bien foutu, alors apparemment il y aurait. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait deux trois trucs qui allaient pas, mais bon, sur ce sujet-là, de toute façon, personne n'est jamais d'accord, c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, moi j'avais trouvé que le format était vachement bien foutu et qu'il arrivait quand même en plus à faire des blagues sur ce sujet-là, donc et qui était drôle, donc chapeau. Et donc ouais, je pense que Urbania, il y a un petit côté que j'aime bien parce que je trouve que c'est une rédac qui te fait, enfin comment dire, c'est un fonctionnement où tu vas chercher les viewers et tu les prends pas pour des cons, mais en même temps tu sais qu'ils vont passer un bon moment à te regarder. Voilà. Hmm. Et je trouve qu'il y a une démarche assez louable là-dedans. Intéressant, c'est la première fois qu'on me cite ce C'est média, donc média. Il est j'irai, assez ouais, récent, hein, mais va le je- voir, il est assez cool. très cool. Est-ce que tu as une conviction personnelle sur le futur des médias que peu de personnes dans ton cercle professionnel partagent? Ah, je sais pas si c'est partagé ou pas, mais un truc un peu genre unpopular opinion, je Mhm. dirais que le journalisme pur fait par des humains euh, de terrain et tout, ça va devenir une niche de plus en plus réduite et probablement un produit de luxe, je dirais.
Donc, fait par humain, un Ouais, badge. avec Ouais. effectivement un truc, un petit badge d'authenticité. Quand je dis fait par humain, c'est-à-dire voilà, où les gens vont vraiment aller chercher de l'info, vont aller interviewer des gens, etc. Euh, Mhm. Là, la manière dont les médias sont en train de s'agencer, les médias journalistiques sont en train de s'agencer, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 5 ans, on ait, euh, on va dire, une toute petite base de gens qui continuent à aller sur le terrain, à interviewer des gens, à travailler comme ça. Et on va dire le gros des articles quasiment entièrement générés par IA Hmm. en se basant sur le travail des autres. Ou de la donnée, ou de la data, ou des trucs en OSINT, mais, ou même des trucs scrappés sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ouais, du vrai reportage, ça existera toujours, hein, mais ça coûtera plus cher et Hmm. tout le monde n'y aura pas accès. Ce sera un truc où il faudra vraiment payer pour le coup. J'espère que le service public va continuer à exister en France, par exemple, mais je sais que c'est pas forcément gagné. Il y a des forces politiques qui voudraient privatiser ou privatiser à moitié le service public pour des raisons d'ailleurs totalement idéologiques et politiques. Hein. Le service public, ça a été vraiment mis en place après la Seconde Guerre mondiale parce que l'idée était d'avoir une information de qualité et on va dire relativement neutre d'un point de vue politique. Euh, c'est des choses qui sont peut-être en train de changer. Donc, en tout cas, je dirais que ouais, le journalisme en tant que tel, euh, ça va devenir le sac Hermès de l'information. Intéressant. À force de suivre des médias en France et à l'international, est-ce que tu ne rêves pas toi-même de lancer ton propre média? Ouais, mais je crois que on a tous, à chaque fois que je bois un coup avec des amis journalistes, on a tous cette discussion qui arrive au bout d'un moment en me disant moi mon média il serait comme ci, moi mon média il serait comme ça. Donc, si jamais je gagnais au loto, parce que je pense que c'est, pour l'instant c'est un peu la seule condition pour me permettre de lancer vraiment mon média et d'être à peu près tranquille sur le point de vue financier, je lancerai probablement ma petite boîte de production de documentaires, évidemment. Je pense que je ferai un truc comme ça. Je ferai un peu d'écrit, un peu de vidéo, un peu de podcast, évidemment. J'ai pas Mhm. d'idée très précise sur quel serait mon média idéal, tu vois, mais en tout cas, oui, on a tous envie un peu au fond de le faire. Mais d'être détaché des contingences matérielles, et ça, c'est pas évident pour un Ouais. média. Mhm. Ok, intéressant. Alors, tu es journaliste, rédac en chef, mais tu es également auteur. Ouais. Tu as publié un livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais oui, avec plaisir. L'instant promo. Donc du coup, je suis auteur d'un livre qui s'appelle L'Internet des enfants. Mhm. C'est l'histoire secrète de l'Internet qui éduque, amuse et exploite la jeunesse. Donc c'est sorti aux éditions Divergence en octobre 2024. Donc c'est quand même assez récent. Et donc c'est, bah, comme son titre l'indique, une histoire de l'Internet, mais vraiment en essayant d'être focus sur l'Internet fréquenté par les gamins donc, ça commence sur les pré-ados, majoritairement voilà, les 9, 9-14 ans à peu près. Mais j'explore aussi ce qui se passe chez les un peu plus vieux. Qu'est-ce que sont devenus ces enfants qui ont grandi sur Internet? Bah, ils sont devenus créateurs de contenu en fait, et donc ils produisent du contenu pour les enfants d'aujourd'hui, mais aussi pour les tout petits bébés finalement qui sont présents sur Internet, que ce soit en vidéo ou en tant que consommateur de vidéos, et comment eux, ils reçoivent le contenu qui est fait pour eux, et qui n'est pas très bien fait d'ailleurs. Donc voilà, j'explore un peu toutes ces thématiques-là, et c'est une histoire qui court du milieu des années 90 Mhm. jusqu'à 2024 à peu près. Donc, je commence avec les toutes premières plateformes pour enfants, comme celle de Nickelodeon ou de Yahoo Kids, qui étaient là les portails web pour enfants, faits par des petites mains, des gens spécialisés dans l'éducation qui voulaient apprendre aux enfants à utiliser Internet, à aller chercher de l'information. Il y avait un vrai côté empowerment du web, et puis très rapidement, les plateformes de jeux qui sont arrivées et les réseaux sociaux commencent à changer leur comportement en termes d'amitié, même en termes sexuels, etc. Enfin voilà, il y a plein de bouleversements que les enfants ont connus. J'essaie d'explorer tout ça et je termine avec les grosses plateformes comme Roblox, qui sont donc des plateformes de jeux vidéo créées
pour les enfants, mais les jeux sont créés par les enfants eux-mêmes. Donc voilà, avec de la création de contenu derrière, toutes ces logiques-là, avec toujours l'idée de dire que c'est pas Internet ne rend pas les enfants particulièrement plus bêtes. Moi, j'aime pas du tout les livres qui pensent qu'on est en train de fabriquer des crétins digitaux, même s'il y a beaucoup de choses à redire sur les algorithmes et sur la surconsommation d'écran, qui n'est pas du tout une bonne chose, mais ça rend pas du tout les enfants idiots, de la même manière que le Club Dorothée n'a jamais rendu les enfants bêtes. Voilà, faut éviter les paniques morales. Je suis très anti-panique morale là-dessus. Mhm. Mais voilà, en tout cas, j'essaie d'explorer un peu toutes ces thématiques-là et d'avoir un point de vue, on va dire, moins panique sur ce sujet-là. Achetez-le, il est bien. Je mettrai le lien en description. Merci. C'est un sujet qui te tient à cœur depuis que tu es papa. Tu es papa de 3 enfants, Ouais. tu as mentionné rapidement. C'est à partir de ça que l'idée t'est venue ou c'est quelque chose qui t'intéressait avant peut-être ou... Ouais, en fait, alors, oui, c'est lié forcément à ma paternité, même si en vrai, je suis confronté on va dire, aux questions numériques depuis assez peu de temps, parce que j'ai des enfants d'assez bas âge, hein, le plus grand a 11 ans. Donc là, oui, pour le coup, maintenant il a un smartphone, donc ça se pose un peu plus, mais avant la sixième, on va dire que le contrôle était un peu plus resserré sur ce qui se passait, mais j'avais toujours cette idée que le numérique, c'est un domaine de parentalité qu'il faut investir. Donc moi, c'est moi qui ai fait découvrir les premiers jeux vidéo alors à mes enfants, et c'est pas eux qui me font découvrir leurs jeux vidéo. Enfin voilà, maintenant il y a un mix entre les deux, mais en tout cas, j'ai toujours essayé d'instaurer un dialogue. Et je pense que le sujet qui m'a vraiment fait comprendre ce qui se passait, c'était Roblox quand c'est arrivé. Après le confinement, la boîte est rentrée sur le marché, enfin dans la bourse. Et on s'est rendu compte que le, le- la plateforme était fréquentée à un moment donné, dans les années 2020, donc pendant le confinement, par 60, enfin, l'équivalent de la population française allait tous les jours sur cette plateforme-là. Et c'était surtout des enfants de 6 à 12 ans, quoi. Et donc on s'est dit, c'est dingue, c'est que c'est un truc monstrueux, personne n'en parle, personne ne connaît ce que c'est, enfin personne ne sait ce que c'est. Et en fait, moi j'ai plongé dans le fonctionnement interne parce que cette plateforme a une énorme économie interne avec de la fausse monnaie que tu peux convertir en vraie monnaie et que tu peux aussi acheter pour acheter des trucs pour ton avatar. Enfin bref, il y a tout un truc qui est super intéressant à creuser. Et en fait, c'est en partant de cette grosse enquête-là, je me suis dit, faudrait que j'explore un peu plus en longueur et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et ce bouquin est né de là, quoi, en fait. Très intéressant. Le meilleur moyen pour les auditeurs s'ils souhaitent prendre contact avec toi? Vous pouvez me contacter via X. Je pense qu'en vrai, Mhm. même si je poste beaucoup moins, mais je regarde quand même ma boîte. Tu consultes. Voilà, je consulte mes DM. Là, c'est plus Mhm. facile. Sinon, LinkedIn, éventuellement, Ouais. vous pouvez venir me voir ou par mail. Je crois que mon mail s'affiche sur la page de l'ADN. C'est assez facilement trouvable. Ok. Bon, je mettrai tous les liens, encore une fois, en description du podcast. David Julien, merci énormément pour ta Merci à toi, Jean. disponibilité. Et ouais, t'as passé du temps avec moi pour préparer le podcast et c'est un sujet passionnant et je continuerai à suivre, bien entendu, tes articles sur l'ADN et éventuellement pour un prochain épisode. Ouais, On écoute, trouvera forcément un sujet. avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, en tout cas. Et puis, bon, j'espère que j'ai pas trop digressé. Non, c'était super intéressant. Je t'ai fait un peu sortir du cadre, donc Ouais, tu mais vois, ça va. c'est une bonne nouvelle. Ça va, ça va. C'est un bon signe. Merci beaucoup, David Julien. Je t'en prie. À, À à bientôt. bientôt. Salut. Salut.